Bonjour, comme à mes habitudes, je suis levé tôt, là il est 5h30, je suis sur le parc Jean Drapeau, au pied de la biosphère, ils appellent ça aujourd'hui. Ouais. Un objet qui avait été construit pour, je crois, l'exposition universelle qui avait eu lieu il y a longtemps. Et ils avaient conservé cette architecture, c'est assez étonnant. Alors moi j'espérais qu'il y avait un peu de soleil, un peu de ciel bleu, mais là il n'y a rien du tout. C'est couvert. Voilà. Mais bon, toujours le plaisir. Alors là, on est dans un endroit où c'est rare que ça soit où il y a si peu de monde. De toute façon, tout à l'heure, je m'en vais chercher mon pote Franck. Voilà. Puis on va aller, je sais pas où, on verra. Là, le stationnement est gratuit jusqu'à 6h. Donc je surveille la montre parce que j'ai vu que la sécurité, elle, m'a bien surveillé. Donc ils ont bien vu que j'ai pas pris de billet. À mon avis, à 6h15, ils sont sur ma voiture. Voilà l'objet, ils sont en train de construire je sais pas trop quoi là. Je trouve que cet objet est j'ai jamais bien compris, on va dire, quand on rentre dedans, c'est des projections, pas un grand intérêt, on va dire. C'est l'architecture qui est jolie, mais après les expos à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que la sortie du métro est juste en face. Et je vois qu'il y a une sculpture que j'avais pas remarquée là. Cette sorte de double Y là. C'est nouveau ça. J'aimais bien venir un peu à l'époque où on habitait à Montréal, je suis venu souvent ici. Je trouve que c'est un endroit calme. Calme. Il y a de la place, il y a de l'espace. C'est là mon ami François voulait construire le centre Amour. Et ils ont préféré construire le centre musical. Les moyens pas les mêmes. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais faire ce matin. C'est avoir un beau rayon de soleil à travers la géode. Là, ça fait des couleurs un peu étonnantes quand même, pour l'instant. Bon. Je ne vais pas beaucoup bouger parce que dans une demi-heure, je reprends la voiture. Mais là, quand même, c'est quand même sympathique. Il y a des couleurs incroyables. Et puis, j'ai ma tasse de café. Voilà, donc on est ici à Montréal avec Michel parce que demain on a un brunch avec on va dire l'esprit de la communauté positive quand elle existait, et toujours menée par mon ami Emmanuel et sa fille, Safia, qui reprennent a priori le rythme de faire des réunions mensuelles ou trimestrielles, je ne sais plus comment on faisait. Et dans le but de se réunir autour d'un restaurant, d'une table, et puis après ça permettait surtout beaucoup à la communauté, je dirais, haïtienne et de l'autre côté de Haïti, de Dominique, je crois. Enfin, bon, j'oublie toujours Saint-Domingue, Dominique, je confonds. Donc ça permettait à ces communautés de présenter un petit peu leur actualité. Puis ça a plus ou moins périclité parce que les intérêts de ceux qui s'en occupaient n'étaient peut-être pas tous alignés dans la même direction. Moi, entre autres, je suis parti à un moment où peut-être que c'est là où vous avez le plus besoin, quoi. Et puis là, il redémarre, et puis je me dis que c'est une bonne opportunité de revenir dire bonjour et de rencontrer à nouveau Emmanuel, que je n'avais pas vu depuis longtemps, sa fille. Je crois qu'il va y avoir Peggy, et puis d'autres personnes peut-être que je connaissais en tout cas. Voilà.
Puis je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Voilà. Pour parler de quoi? Ça c'est un truc... j'aurais envie de parler un petit peu de la période dans laquelle je suis, en termes vibratoires. J'ai eu une période, je dirais, euphorisante quasiment de ces 3 derniers mois. Après une année de travail intense sur rééquilibrer mon alimentation afin de retrouver, je dirais, un poids acceptable, hein, puisque j'étais quand même arrivé à des extrêmes. C'est un peu ma nature que d'être extrême. Hein, jusqu'à du 350, 64 livres. Hein, je ne sais pas si vous voyez, un peu, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Pour quelqu'un de petit comme moi. Et je suis revenu à moins de 200 livres. Hein, donc en moins d'un an, donc ça a été tout un travail doux, mais efficace. Et puis après, des tas de successions de situations ont fait que... comment je pourrais dire ça? Eh bien, je me suis retrouvé beaucoup plus disponible à mieux m'entendre, à mieux entendre mon environnement et être plus audacieux à essayer de créer, je dirais, une entreprise qui a été faite, qui est en train de se faire. Hein, c'est-à-dire que... comment dire ça? Ayant perdu beaucoup de poids, j'ai retrouvé bien sûr une plus grande dynamique, plus grande confiance en moi. Je me suis retrouvé beaucoup plus alerte. J'ai commencé à me réapprécier physiquement déjà, à moins me jeter la pierre, à me regarder, à m'habiller à nouveau, et prendre des bijoux. J'ai toujours aimé avoir des bijoux, pas excès, mais avoir des vêtements, rechanger la garde-robe, parce que bon, là, effectivement, je suis passé du 54 américain au 38 quasiment. Hein. Donc autant dire, en 38, j'avais pas grand-chose dans mes placards, mais j'avais de 42, 44, 9 en plus. Qui me va très bien d'ailleurs, il suffit de serrer la ceinture un peu. Hein. Et donc en ayant repris un peu cette confiance en soi, du fait de s'aimer à nouveau, parce que je pense que s'il y a des personnes obèses ou maigres, ou enfin qui n'aiment pas leur physique, je dirais, vont largement me comprendre. Et le fait de m'aimer à nouveau, tout d'un coup, ma nature entrepreneuse m'a poussé à essayer d'être tendre les oreilles un petit peu, on va dire ça comme ça. Après des événements particuliers de ma vie, comment je dirais, comme le décès de ma mère maternelle que je ne connaissais pas, qu'on m'apprend comme ça, tout d'un coup elle est morte. Ah ouais. J'ai dû choisir entre colère et pas colère, bref, un sentiment très diffus, confus, mais profondément une vraie libération, quelque chose de... Bon, mon père paternel que je connaissais un peu, je dis bien, on l'a rencontré quelques fois dans ma vie, j'ai jamais vécu avec lui, c'est évident, était décédé il y a longtemps, on va dire plus de 20 ans. Donc oui, je savais où il était. Et ma mère m'avait dit, ouais, si ta mère est vivante, il paraît que, machin, ah ouais, alors, qu'est-ce qui se passe, on peut? Non, elle ne veut pas nous parler. Ce que m'avaient dit mes sœurs, elles trouvaient ça un peu... Je disais, la bonne femme, encore à 80 piges, toujours dans sa colère, quoi. Enfin, bref, c'est rien. Et puis là, tout d'un coup, j'apprends, voilà, que par une de mes sœurs, que celle-ci est décédée. Donc, je prends acte, mais en même temps, je sens une vraie libération. Libération par le corps physique, perte de poids, cette reprise de confiance en soi qui manifeste. Libération à nouveau par cette mère qui est partie. Et j'ai senti vraiment quelque chose qui s'est lâché à l'intérieur. C'est comme quoi, elle n'avait pas la beau ne jamais l'avoir connue, pas savoir qui elle était, rien connaître sur elle, et pourtant, il y avait quelque chose qui était accroché. Comme je dis toujours, les mères et les enfants, il y a un lien indéfectible. Le père aussi, mais c'est différent, puisque moi, le jour où mon père est mort, je l'ai appris par un rêve. J'ai fait un rêve incroyable, je veux le dire, comme quoi les liens. Je fais un rêve où je suis allongé dans un espace entièrement lumineux. À l'époque, je travaillais un petit peu sur les méditations et sur les voyages transcendantaux, des choses comme ça. Et donc je me retrouve dans une sorte de pyramide, tout en verre, transparente, allongée, nue,
sur une sorte de socle, je dirais lumineux, blanc, une sorte de marbre, mais pas froid, rien n'est froid là-dedans. Mais énormément de lumière, et au-dessus de moi, en équilibre sur la longueur de mon corps, à l'envers, se trouvait un immense scorpion, aussi grand que moi, mais à l'envers, au-dessus de moi, allongé pareil. Je regardais au-dessus de moi que je vois un scorpion qui est au-dessus de mon corps, à 2-3 mètres au-dessus. Ouf, le rêve. J'ai senti qu'il y avait un message, mais lequel, ça, je n'étais pas capable trop de le voir. Et le lendemain, évidemment, carré pareil, je vais aller voir mon frère, je l'appelle, je suis à l'époque un peu le spécialiste. Je lui dis, j'ai fait un rêve, alors il me dit, il y a quelqu'un qui est important qui est mort. Il me dit, c'est clair. Je dis, oui, qui? Et l'après-midi, on apprend que la nuit même, où j'ai fait ce rêve, mon père paternel est mort, est décédé. Comme quoi, pour donner le lien. Ma mère, elle, quand elle est décédée, je connaissais pas, je savais pas qui elle était. J'ai une petite photo en noir et blanc d'un portrait, on m'a toujours dit ça c'est ta mère. Bon, ça ressemblait un peu à toutes les photos de mode qu'on trouvait dans les salons de coiffure des années 50. Je me dis, j'ai pris ça comme ça. Ça m'a permis au fur et à mesure des années, pendant la fête des mères, de penser aux mères, aux mamans, et puis des fois d'être en colère, des fois d'être dans le pardon, des fois d'être juste dans la souffrance, des fois dans l'ignorance. Bref, sentiment quand même difficile, il ne faut quand même pas imaginer. Je pense que pour un être humain, pour un être vivant, je dirais, quel qu'il soit, même un animal, être sans sa mère, c'est quelque chose d'incroyable, de terrible. C'est pire que sans le père, parce que ça, j'ai rien pour vous les filles. Voilà, salut, elle est belle celle-là. Et les mouettes qui sont coupées avec des... avec quoi t'es coupé toi? Un pigeon? Fais la gueule. Elle est parieuse la mouette. Pourtant il y en a qui le sont, celle-là on les entend bien là. Ce que je veux dire par là, effectivement quand le lien de la mère est inexistant, comment on peut le traduire? Tout simplement, comment je peux dire ça? Le b.a.-ba, on va dire, le b.a.-ba de l'initiation au vivant, t'es pas donné, t'es donné par des étrangers qui te considèrent comme un étranger. Donc moi quand j'étais tout petit c'était « Oh ils sont mignons les petits », en te mettant la main sur les cheveux, on dirait qu'il a les cheveux comme un mouton, enfin des conneries de ce genre, j'en ai entendu, mais alors... surtout les périodes transitoires où ils se retrouvaient entre les foyers minables de tout petits, comme à la Montbrol, etc., à la Bazoche, j'étais 2 ans là-dedans, j'avais 2 ans, 1 an et demi. D'ailleurs, quand ils partaient faire leur soirée, ma mère et mon père, au poker, claquer du blé qu'ils n'avaient pas, bref, quand tu regardes leur vie, mes parents, t'es honteux. C'est de la honte, il n'y a pas à dire. Et je comprends que cette bonne femme n'ait jamais voulu nous voir parce qu'elle n'a aucune explication. Pourtant, il y en a. Mais tellement marquée par la honte, parce que ce qu'il y a de pire chez elle, c'est une blanche. Mon père était un noir, un Guadeloupéen, bien noir, bien raciste comme il faut. J'ai appris ça plus tard. Et lui, son truc, c'était de sauter de la blanche. Elle nous a transmis ça un petit peu, tout ça. Enfin, moi, surtout. Bref. Et comment je peux dire ça? Le trip de mes parents, c'était... lui, était joueur de poker. Et puis elle, elle aimait la fête, sûrement. La fête, s'enivrer, se saouler, se faire sauter. C'est ça. Faire la pute, quoi, un peu. On va dire ça comme ça. Pour rapporter un peu de sous pour que l'autre qui puisse aller dépenser au poker. Je sais pas si vous voyez, pendant que les gamins... Alors, au début, il y en avait qu'un, c'était mon frère aîné. Lui, on l'a confié à la grand-mère. La grand-mère, on voit quand même, on est con, je m'occupe de votre fils pendant que vous sortez. Oui, mais on sort le week-end, tu nous emmerdes. Bref, il a été élevé un peu par la grand-mère. Moi, quand je suis en 2, là, la grand-mère a dit non. Vous ne croyez quand même pas que je vais élever vos gosses pendant que vous partez. Je pense, j'étais pas là, Vas-y, j'étais là, mais pas dans l'âme de comprendre. Mais j'imagine assez facilement ce qu'elle a pu se dire. Alors, du coup, ils ont trouvé les formules. J'ai retrouvé ça à travers des dossiers de foyers. Alors, les foyers qui étaient faits pour aider les familles
dans la difficulté, de manière qu'il lâche pas trop les gosses tout de suite. Donc c'était ce qui est arrivé. Donc, la Bazoche, un petit foyer derrière la cathédrale de Tours, chez les bonnes sœurs. Un souvenir vraiment détestable. Et puis, je me retrouvais avec mes parents, sûrement, avec des coups. Hein, quand t'es petit, tu fais du bruit parce que t'es sale, parce que... Bref. Mais je veux pas faire quoi que ce soit, mais c'est germinal. Ils nous ont fait vraiment la totale. Hein, j'ai appris par ma grand-mère, par des trucs, même par les actes de police, qu'on était abandonnés. Et toi, mon frère et moi, et ma petite sœur Esther, la dernière, elle a été directement à peine conçue et dégage. Mais nous, on a eu le temps de vivre toutes les souffrances que nous ont fait ces gens-là. J'ai bien souffrance, il n'y a pas eu, jamais eu d'amour, que de la violence, rien, que dalle. Alors, comment tu avances là-dedans? Comment tu te construis? Moi, je me suis construit en prenant rien au sérieux, en faisant confiance à personne. Personne, hein. Et en faisant confiance qu'à ce que mon intelligence, mes sentiments, mes émotions étaient capables de m'apprendre. Et imaginez bien où c'est que, comme type, comment je dirais, d'éducation, imaginez bien où ça peut conduire. À des excès, à des pertes, et c'est ce qui s'est passé avec l'une. J'étais pas en mesure de faire autre chose de toute manière. C'est les jolis, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un beau, un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil. Voilà. Oui, je tiens à le dire parce que ça me libère de parler de ça. Je sais qu'il y a des gens, ça les emmerde. On m'a toujours interdit quand j'étais plus jeune. Ouais, mais bon, tu nous emmerdes avec tes histoires, on n'a pas envie d'entendre parler. Mes gosses, alors, on parle pas. Ouais, mais vous parlez toujours de la même chose. Ils n'ont jamais écouté, surtout. Et pour ça, ils n'ont jamais voulu entendre ça. Et puis, je peux comprendre, dans l'égoïsme dans lequel sont construits nos gamins d'aujourd'hui, de là, écouter que leurs parents auraient pu vivre des horreurs dans leur enfance. Ben non, parce que c'est eux qui les vivent, des horreurs, bien sûr. C'est toujours eux qui... Bon, on est dans un monde qui est comme ça, quoi. Moi, je n'ai quand même pas ignoré que mes parents, nos grands-parents ont vécu la guerre. Et mes arrière-grands-parents du côté de mon père, l'esclavage. J'ai été à l'endroit où ma famille du côté de mon père a été élevée. La cabane n'est plus en bois, là ils ont mis du béton à la place, mais ils étaient 16 là-dedans, dans un truc. Voilà. On a dit, il était un homme libre là maintenant, on dit ça au grand-père, Rénal il s'appelait, Rénal c'est joli comme nom d'ailleurs. Mais que je connais pas, bien sûr, il n'y a pas de photo non plus. Bon, c'était des esclaves, quoi, voilà, des hommes de champ qu'on ne payait pas, qu'on faisait vivre dans une cabane minable, minable. Tout ça, je viens de ce monde-là. C'est pour ça qu'on me dit des fois, vous mettez un homme en colère. Mais comment je pourrais ne pas être en colère? Comment je pourrais... Comment Donc, venant de ce monde-là, je veux dire, du côté de mon père, un monde d'esclaves, de négriers, de racistes. Ah, mais des deux côtés, hein, oh, je dis bien. Côté guadeloupéen, plus raciste que tu meurs. Hein. Mais c'est un racisme débile. Et le pire, c'est qu'ils sont racistes envers qui? Je se le donne en mille. Envers les Noirs. Pas envers ceux qui leur ont mis le fouet et la chicotte. Non, non, non. Envers les nègres. Ils sont aussi noirs qu'eux, si c'est pas plus. Mais ils sont pas africains. Ils sont contents de ne pas être africains. Comment on peut... Les séquelles de la violence, je veux dire, identitaire, lorsqu'on cherche non pas à humilier ou à rabaisser quelqu'un, mais à lui dire, mais t'es pas un humain, t'es un animal, hein, à te déshumaniser. C'est ça la déshumanisation, les conséquences, c'est ça. On arrive avec une population complètement à l'ouest qui prie Jésus-Christ tous les matins. Je me rappelle quand même que Jésus c'est un blanc et que c'est les blancs qui sont quand même la source de leur misère. Mais non, ils vont aller prendre le Dieu des Blancs qui a été inventé pour leur dire ah, vous savez, votre vie n'a pas été facile, mais quand vous serez mort, ça va être génial. Alors allez vite crever, faites vos boulots, crevez, puis vous serez au paradis après. Et c'est fort l'histoire quand même. Hein. Bon, c'est pas pire que l'histoire indienne où tu as le brahman du coin qui est le riche marchand qui possède tout, qui explique à l'intouchable qui est en bas de l'échelle, qui lui, s'il en est là, c'est qu'avant dans sa vie, il a dû faire un paquet de saloperies pour démarrer une situation aussi dure, aussi minable. Hein. Mais que s'il œuvre bien, etc., bah à la fin, petit à petit, il sera comme le gros bourgeois de Brahman à la con, bref, propriétaire de tous les magasins. Et ça marche. Et la foi, la croyance, en fin de compte, vraiment appuyée sur une sorte de... sur la souffrance,
allié à la perversion et au crétinisme. Parce que quand même, tu regardes les religions, quelles qu'elles soient. Alors, je te parle pas de la religion des méchants, là. Bah oui, parce que nous, on est les gentils. Alors, vous voyez bien de qui je parle, hein. Alors, eux, c'est carrément, c'est officiel, torturer, faire souffrir, ça va faire plaisir à leur Dieu, ils aiment ça. Plus il y a de sang, plus il y a de souffrance, plus leur Dieu prend leurs pieds, quoi. J'arrive après de 70 ans, je me dis, comment des êtres humains. Moi, j'ai jamais cru à ça. Jamais j'ai cru à ces conneries. Faut pas croire. La chose que je sais, c'est quand je parle de la religion catholique, pour moi, c'est un chemin éducatif dans lequel j'ai été élevé. Tout simplement. J'étais au catéchisme. Pour moi, le catéchisme, c'était l'occasion d'être avec des potes, d'entendre parler d'une histoire. J'ai joué au football avec le curé, j'avais préparé les communions, les machins, enfin tout ce côté cérémonial, traditionnel qui occupait en fin de compte la vie des gens et la mienne entre autres. Dieu, c'est marrant hein, quand j'étais enfant, hein. J'ai jamais cru en Dieu. Par contre le diable, m'en suis méfié beaucoup. C'est marrant, je devais le rencontrer sûrement. Parce que lui, par contre, j'étais sûr qu'il existait. Tout petit, hein. Ah bah oui, le diable, moi, pour moi, ouais. Je sais pas où, mais je sais bien qu'il existait, quoi. En même temps, il n'y a pas photo. Hein. Tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait que ces petits gamins ils croient au diable et pas en Dieu? Non, bah tiens donc. Alors maintenant que je suis grand, je peux quand même le dire, hein, puis même, peut-être que je vais blesser personne, mais c'est quoi cette religion? Si ce n'est une religion où on dit aux gens, attention, hein, restez bien droit parce qu'en dessous il y a le diable qui est prêt à vous bouffer. Par contre, levez la tête, regardez le ciel, là-haut c'est, regardez pas par terre, surtout, on regarde pas par terre, en dessous c'est le diable, au-dessus c'est Dieu, c'est la liberté. Et ça, pourtant on t'enterre dessous, hein. Mais ton âme sera là-haut. Une arnaque, une escroquerie incroyable. Donc, évident que j'ai eu aucun mal. Tiens, la Gaspard qui arrive à bouffer, mon gars. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'était où, là hein? Ah, bah, il est déjà parti. Oh, bah oui. Non. Et les courses du matin, viens. Hop. Ah, j'aime ça le matin, moi, ici. C'est plus agité que chez nous. Hein. Nous, c'est plus les corbeaux, les geais, les chevreuils qui n'arrêtent pas de me bouffer les fleurs. Ça me bouffe. Hein. Bon, on va faire encore du travail là-dessus. Donc, voyons, je surveille un peu mon chrono là. Moi, je continue un petit peu. J'aurais pu, je m'étonne d'ailleurs que j'ai pas été, que Jésus n'a pas été une ressource pour moi. J'aurais pu très bien, non. Pas de parents, t'es tout seul. Quand t'imagines, quand t'as 2 ans et demi dans un foyer, je sais pas ce que tu fous là, tu comprends que dalle, tu pleures, tu te chies dessus, tu pisses. Moi j'ai pissé au lit jusqu'à 14 ans, alors pas toutes les nuits, mais je sais pas, t'imagines un peu, là, les déblocages là-haut, moitié dingo quoi. Hein. Jésus aurait très bien pu être, comme beaucoup de femmes, le compagnon de ta solitude et te permettre, moi jamais, mais Jésus, j'ai su l'apprécier step by step, et après plus quand le côté homme politique, le révolutionnaire, si tant se peut qu'il a existé, le Ben Barka local, c'est ça. Mais bon, après le côté... bref, le côté religieux, non. Et je comprends pourquoi. Ma famille, il n'y a personne qui est religieux. On ne peut pas l'être. En Guadeloupe, ils ne sont que ça. Mais alors, ceux qui sont à l'origine vraiment de l'esclavage industriel, c'est ceux qui prient un Dieu qui se nourrit de la souffrance des hommes, hein, d'accord, le Dieu des méchants, voilà, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas goyes, en fait. Ils ont été quand même, pour mes frères antillais, créer une religion qui ressemble à leur, mais même principe, hein, il y a des sortes de jours de Shabbat, il y a des choses interdites à manger, il y a une manière de préparer la table, des tas de trucs, etc. Mais c'est différent, hein, c'est pour les négros, c'est pour les noirs. C'est une religion spéciale noire. Et c'est pas la religion du pardon, c'est la religion de la haine. La religion de la haine des noirs contre les noirs. Mais puis, bientôt, heureusement qu'il n'y a pas d'extraterrestres, parce qu'ils vont inventer contre eux. C'est hallucinant quand tu regardes tout ça. Alors après, bien sûr, je suis obligé de prendre du recul dans tout ça. Je ne peux pas dire, ouais, l'eau, c'est un peu facile ce que tu dis, mais il y a quand même des hommes et des femmes que ça libérait. Libérait, peut-être pas. Moi, je ne vois pas très bien en quoi ça les a libérés, plutôt de l'enchaînement, mais ça a certainement permis, comment je dirais, le vivre ensemble. Non, les religions ne permettent pas de vivre ensemble, c'est complètement faux.
Hein, c'est tout le contraire. Ça crée la détestation, la haine, puisque c'est leur rôle, leur mission. Mais ça a pu permettre aux gens d'avoir un axe basé, comme la religion chrétienne, basé sur la famille, avec le père. Et tout le monde, on voit bien aujourd'hui que le patriarcat, poussé comme il a été une nuisance pour la famille. Hein, quand même. Arriver à mettre la maman, hein, c'est qui est à l'origine de tout, la mettre en dernier plan, bon, on imagine bien que la volonté était encore une fois de plus à détruire les outils, les potentialités de l'humain qui sont sa famille. Le fait d'être né avec une maman, avec un père, c'est pas obligatoire, il y en a toujours un, mais il n'est pas obligé d'être connu spécialement, quoi. Mais une famille, un environnement, et la mouche. Tout ça peut que nous conduire vers quelque chose qui nous fait grandir. Mais ils ont réussi à mettre ça à l'envers. Hein. Et à tout d'un coup, c'est tout juste si c'est pas les hommes qui ont mis les enfants au monde. Tout ce monde de folie dans lequel on est, là, qui permet aujourd'hui tous les génocides. Hein. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? C'est quoi? C'est des jeunes, des blancs, moins jeunes maintenant, puisqu'on voit bien que ça a eu ça. Des blancs catholiques, chrétiens, qui s'assassinent entre eux. Ça vous rappelle rien, ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Hein? Ah, les méchants qui assassinent des musulmans. Non, dire ça. Hommes, femmes, enfants, vieillards, handicapés, avec des bombes, avec tout ce qu'ils peuvent. Faut tuer. Ah, tout ça pour installer quoi? Un camp de vacances qui va permettre au président américain, par l'intermédiaire de ses enfants, hein, la petite Ivanka et son mec, là, je sais pas comment il s'appelle, là, Harold Kushner, je sais pas quoi, là, de construire des casinos, les machins en bord de mer. Hein. Et on tue des millions de personnes. Mes yeux voient ça, mon cœur entend ça. C'est pour ça que quand des gens réfléchissent pas là-dessus, oh ouais, mais c'est pas important, on a d'autres choses à faire. Mais qu'est-ce qui est important alors? C'est quoi qui est important de continuer ton travail d'esclave à tout prix là, parce que y a les traites à payer, c'est ça qui est important. Pour que des porcs qui nous assassinent puissent continuer à avoir des palais, des vies de rêve, de Maharaja. Même Maharaja, c'est rien. Hein, quand on voit le baron de Rothschild qui est décédé, là, le grand, là, qui a ressemblé à un corbeau, là, à 91 ans, comme quoi il crève quand même. Hein. Sur sa dernière demeure, un château, on a 2-3 photos, pas plus. 4000 personnes étaient embauchées sur ce château pour son service. Et ils ne sont pas payés avec des roupies, hein, ils sont payés mieux que tout le monde. C'était le jardinier de chez Rothschild. Si un jardinier touche 15 000 $ ici par an, chez Rothschild, il en touchait 60. 4000 personnes, juste pour son... C'est de cet ordre-là dont on parle. Bon, moi, quand j'entends tout ça, ça me... Je me dis, mais comment on peut sortir de ça? J'appelle la planète. Pour moi, c'est la Terre. Elle l'a déjà fait. Il y a eu des grandes civilisations avant, bien avant celle-là, heureusement. Si on se peut que celle-ci, on peut la considérer comme grande. Pourquoi? Parce qu'elle a inventé l'ordinateur, l'intelligence artificielle, des robots. Ok, si vous voulez, si c'est ça qu'être grand, en fin de compte, il y a des civilisations qui ont compris qu'être grand, c'était grand ensemble. C'était grand en tant qu'humain. C'était grand dans le respect de l'environnement de la vie. Atlantide, si on y réfléchit, c'est ça. On parle de communautés humaines, ne dépassant pas un certain nombre d'individus, maîtrisant parfaitement leur procréation, de manière à ne pas se retrouver, à devenir un fardeau pour l'environnement. Un peu comme toutes ces petites communautés humaines de tribus qui vivaient dans la forêt, qui, lorsqu'ils avaient coupé trop d'arbres dans un endroit, devaient partir et changer de village pour éviter que la forêt vienne à souffrir trop longtemps de leur présence. Alors, pour moi, c'est ça les grandes civilisations, c'est pas des civilisations comme les nôtres, là, racistes, impérialistes, assassines. Alors, c'est vrai, je vous parle de mon enfant, il va essayer de se faire une poubelle. Ah ben, il va y arriver. Hein. Allez, mon petit gars. Ouais, quand je parle de ça, présenter un petit peu ma source par où je t'ai bâti, en fin de compte. Hein.
comprendrait, pour faire mieux comprendre un petit peu quelle est ma sensibilité que j'ai aujourd'hui et passe au monde. Et si je suis retiré au fin fond des bois, là-bas, dans les Hautes-Laurentides, j'aurais aimé être encore plus loin, mais l'histoire, mes moyens ne me l'ont pas permis. C'est parce que j'ai plus rien à apprendre, en fin de compte, de soi-disant la grandeur de ce monde qui, pour moi, est abject tous les jours. Parce que je m'en éloigne, j'écoute plus la télé quasiment jamais, parce que ça ne m'intéresse pas. Pour écouter quoi la bonne parole des enfoirés. Là, c'est clair et net qu'il ne faut pas être grand druide, qu'on est parti avec l'intelligence artificielle pour tuer tout le monde. Ah ben, j'en ai pas le droit de dire ça, non. Ah ben, c'est vrai que ça va arranger la santé, l'école. Ouais, c'est ça. Alors, rien que déjà au niveau des ingénieurs, plus de la moitié des ingénieurs sont au chômage. Là, à la fin de l'année. Il y a plein d'entreprises qui n'ont plus le choix. Je ne vois pas pourquoi un patron va continuer à dépenser des sommes d'argent mirifiques à ça un peu. Point de rien du tout. Bref. Les instructions sont là, complètes. La volonté de ces gens qui dirigent la planète. Je ne parle pas du politique du coin qui est qu'une danseuse bien payée d'ailleurs, une pute. Pas moi qui le dis, eux-mêmes. Comment il s'appelait là, le petit serviteur à la famille Rothschild. Alain Minck. Il est tout petit. J'ai remarqué en général, ils sont souvent petits ces gens-là. C'est rare que ça dépasse ma taille. Qui disait que le métier qu'il faisait de conseiller du roi, en gros, c'était un métier de pute, et que Macron était vraiment très très doué pour ça, et c'est pour ça qu'il l'avait sélectionné, lui, Attali, et puis d'autres, pour venir achever la France qui portait à elle dans ses germes, encore une force révolutionnaire, dont ils ont peur. Oui, ils ont vraiment peur. Peur de quoi? Pourquoi t'as peur si toute ta vie était honnête? Ah, mais c'est vrai que l'honnêteté des maîtres, c'est pas la même que celle des esclaves, c'est sûr. Joli, toi, dis donc. Ouais. T'as eu les yeux bleus, regarde ça. La tête qu'elle a, hein? T'as été coupé avec quoi, toi? Un pigeon Madagascar? Bah, t'es jolie, ma poule. On peut dire ma poule? J'ai rien pour toi. Mais t'es un très bel oiseau. Voilà. Ça va, oiseau? C'est cool? Bon. Allez, retourne à la mer, là-bas. C'est là-bas, la mer. Tu suis mon doigt, hop, là la mer supérieure. Oui, et ça a fait celle qui n'a rien compris. La nature, la force qu'a la nature, c'est que je peux la pardonner. Je peux pardonner la nature, j'ai pas de mal. Elle est féroce, il y a des tas de choses qu'on voit qui sont... quand tu vois, je sais pas moi, une chatte... pour éduquer ses tout petits, qui va t'attraper une souris, te la démonter en petits morceaux, la garder bien vivante pour que les autres ils te la déchiquettent petit à petit, c'est franchement... Et pourtant, quel amour fait cette maman envers ses petits pour qu'ils apprennent à tout prix à chasser, à tuer des souris. Donc c'est toujours les points de vue. Dans la nature, on peut facilement pardonner. Chez les êtres humains, le point de vue, il y a des fois non. Moi, j'ai des choses que je ne peux pas pardonner. C'est pas que ma colère est plus équilibrante pour moi que le pardon par rapport à des choses. C'est tout. Elle me tient en vie, elle me donne de l'axe, ça me donne de la respiration. Le pardon, c'est quoi? Ça va, là, tout d'un coup, j'oublie, non, ça n'a pas existé, c'est que je veux sortir de cette colère, mais elle me nourrit. La vie, c'est pas l'équilibre. La vie, c'est le déséquilibre permanent, c'est ça la vie. La vie, c'est des forces qui s'opposent, qui se réconcilient. Peu importe, qui de temps en temps s'équilibrent pour se déséquilibrer tout de suite. C'est ça le chemin de la vie. Miro, t'es un pessimiste. Il n'y a aucun pessimisme dans tout ça. Juste de l'intégrité et de l'honnêteté. Si vous ne voulez pas le voir que la vie est déséquilibre, regardez la vôtre. Vous voyez, c'est quoi marcher, être debout, c'est quoi debout? Et essayer de ne pas tomber quand t'es petit. Et arriver à trouver cette forme d'équilibre. Et d'ailleurs, dès qu'on est en déséquilibre, on tombe. Donc, comme nous ne sommes pas des animaux rampants, on a appris à forcer cet équilibre. Jusqu'au point qu'on ait même un corps physique qui est prêt pour cet équilibre. Et ça, c'est notre nature. Au même titre que des animaux. Et je peux pardonner la nature de l'homme sans aucune difficulté. J'ai quand même pas en vouloir à un homme d'être noir. Ou de ne pas être noir, je veux dire. De ne pas avoir de mélanine, le pauvre. Il n'y a pas de chance pour une mélanine. Bon, il y en aura peut-être un jour, peut-être. Je ne peux pas lui en vouloir.
Par contre, que quelque part, cet aspect-là de sa personne, par sa volonté, par son désir, par son intérêt, devienne une sorte de philosophie, une spiritualité dans laquelle il s'engage, c'est son choix, et c'est pas le mien. Ou ça, c'est pas le mien quand je parle d'une situation qui viendrait à ne pas être comme ça. Je dis pas, quoi, comment tu peux pardonner des choses, mais on va dire les mots là, je sais pas ce qui se passe au Moyen-Orient, des trucs. Comment on peut pardonner à qui? Tu t'adresses à qui? Comment tu te libères de ça? Tu fermes les yeux, tu bouches les oreilles, tu dis non, ça n'existe pas. Non, ça existe, et de plus en plus. Ah, on est rentré dans l'ère de la destruction. Aujourd'hui, il est pareil qu'il faut tuer tous les humains. Voilà, on est 7 milliards sur Terre pour les milliardaires qui veulent à tout prix garder leur... Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est tous ceux qui ont tout volé, là. En gros, on va dire 100 millions de personnes à peu près sur Terre œuvrent en permanence pour ne pas perdre ce qu'ils ont pris. Hein. En permanence. Donc dès qu'il y a des moyens de baiser tout le monde, ils sont là, et oui, allez-y, tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens, puis on s'en fout parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Voilà, c'est bon, bref. Si vous vouliez un petit peu de détente matinale, vaut mieux arrêter la vidéo puis la réécouter demain. Pourtant, je souris parce que, à vrai dire, dans certaines situations, pas tellement la meilleure des formules. Regarde un peu là. On aurait pu, mais bon, il n'y aura pas. Oui, calme les filles là. En plus, tu me chies dessus là parce que. Je dis ça parce que pendant un temps, j'ai eu un magasin à Saint-Malo, Intramuros. Dans la vieille ville. C'est bourré de goélands comme ça. Et vous voyez, dans la vieille ville, partout il y a des parasols. Mais bon, vous savez que la Bretagne, au niveau soleil, quand même, c'est pas ce qui se passe le plus. Je me demandais pourquoi. On va vite comprendre. Avec le paquet d'oiseaux qu'il y a, tu passes pas 10 minutes à pied dans la ville sans te prendre une merde dessus. Si t'as pas un parapluie ou... c'était ça. Bon. Ça va être l'heure. Donc, il va être 6 heures. Je vais aller mettre des sous au parc-mètre. Voilà, il est là, Phobus. Salut mon ami. C'est l'heure, 6 heures. Le soleil se lève. Vous avez bien rapiné les poubelles. Oh, t'es joli toi. T'es un jeune de l'année. Regardez. Ouais. Là, la particularité, tu vois, dans les arbres comme ça, qui sont chargés de fruits, là, puis qu'il n'y a personne qui en mange, ni les oiseaux, ni les écureuils, à mon avis, je ne vous conseille pas d'en manger non plus. Oui. Voilà, donc, je ne sais plus trop, c'est un peu, je ne vais pas être spécialement décousu. Je vais faire une vidéo, des choses sociales qui m'occupent, dont j'essaie de me couper, à vrai dire, parce que tellement ça me... c'est joli cette cascade, je n'ai pas remarqué. Ouais. Là, voilà la structure. C'est plein un peu, dis donc. Bon, je vais laisser là cette vidéo. Pour cette fois, j'y reviendrai sur le sujet. Je souhaite à tous une bonne journée, puis moi je bouge. Allez, bye bye, merci.